Patrick Deneterre est psychanalyste à Bruxelles. Il est membre d'Espace Analytique de France et cofondateur d'Espace Analytique de Belgique. Il est membre de la Fondation européenne pour la psychanalyse. Il est aussi directeur du centre de formation clinique psychanalytique de la faculté de médecine de l'université de Louvain et professeur émérite de psychopathologie et de psychanalyse de l'université de Louvain également. Alors, vous êtes contributeur et éditeur de nombreux ouvrages collectifs, parmi lesquels Les folles passions de Louis II de Bavière et La clinique du couple. En particulier, ce travail sur la clinique du couple vous a conduit à travailler sur la construction du sujet entre filiation et sexuation, sur la construction possible du masculin et du féminin au sein du couple. Enfin, toujours dans cette clinique du couple, vous explorerez l'agressivité et la violence au sein du couple, tous travaux et recherches qui sont parus chez Erez au cours des années 2007 et 2011. Vous aviez précédemment publié en 1998 un article paru dans la revue de la clinique lacanienne sur l'hystérie féminine, son trauma, son fantasme et ses jouissances. Dans plusieurs numéros des cliniques méditerranéennes, vous avez signé de nombreux articles sur la fonction paternelle. Je cite, les fonctions paternelles aujourd'hui, malaise et mal-être dans la paternité. Par conséquent, une production riche et multiple, dont je ne donne là qu'un aperçu et je m'en excuse, mais qui témoigne en tout cas d'un analyste au travail et d'une pensée en alerte sur l'actuel, problèmes sociétaux qui interpellent les psychanalystes et la psychanalyse, une psychanalyse en mouvement. Et justement, une psychanalyse en mouvement qui, lorsqu'elle est menacée dans sa spécificité par un projet gouvernemental, vous mobilise, vous et quelques collègues, en une action militante pour une psychanalyse laïque dont les écoles et les sociétés analytiques resteraient gardiennes. Gardiennes de la transmission, gardiennes de la formation des analystes et de leur habilitation. Votre action militante a pris la forme il y a quelques semaines d'une pétition à laquelle que l'APM a soutenue, enfin, pour laquelle l'APM a porté son soutien et sa signature. Enfin, et ceci nous amène au thème de ce soir et à votre intervention de ce soir, en octobre 2011, lors du symposium franco-chinois à l'Institut de santé mentale de l'Université de Pékin, vous avez fait une communication qui nous ramène justement au propos de ce soir sur la guérison, puisque votre sujet était « Comment soigne la psychanalyse ?» Autour de la guérison psychanalytique, vous aviez en effet signé de nombreux articles sur les entretiens préliminaires, sur l'interprétation, sur les transferts de l'analysant et l'analyste. Et ce soir, c'est de la subversion lacanienne de la guérison que vous proposez de nous entretenir et de nous faire partager votre travail et vos réflexions. Par conséquent, la subversion lacanienne de la guérison. Merci beaucoup pour cette présentation plus qu'élogieuse. Il va falloir maintenant être à la hauteur de tout ça. C'est un peu... oui, subversion lacanienne de la guérison. C'est un titre que j'ai donné il y a combien de temps? Au mois de juillet. Au mois de juillet. Il est un peu trop sérieux. Peut-être que je serais tenté de l'intituler Lacan psychothérapeute aujourd'hui. Mais bon. Quoi? Parce que, voilà, mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que guérir? Bon, je suppose que je vais rabâcher des trucs que vous avez déjà envisagés dans les conférences précédentes, mais quand même, je pense important de commencer par là. Du côté de la langue courante, guérir, le dictionnaire nous dit que différentes choses, en passant du registre médical, délivrer quelqu'un d'un mal physique, ou bien rendre la santé à quelqu'un, et puis au registre figuré, délivrer d'un mal moral, débarrasser quelqu'un de ses manies, guérir quelqu'un de ses préjugés. Guérir, la guérison. Il y a deux façons de concevoir la guérison. De nouveau, on vous en a, je suppose, pas mal parlé depuis que vous faites ces conférences. En médecine, mais contrairement à ce qu'on pense parfois du côté des psychanalystes, la guérison ne concerne pas seulement l'éradication d'un symptôme. Les médecins aussi distinguent la guérison du symptôme et celle de la maladie. Contrairement à ce qu'on leur prête parfois, ce que les psychanalystes leur prêtent parfois. Ils savent aussi que la disparition du symptôme n'est pas nécessairement la guérison. Autre jugé des psychanalystes, ils pensent souvent que la guérison médicale consiste à un retour à un état antérieur. Ce n'est pas toujours le cas. Certains traitements médicaux visent à un nouvel état de santé qui n'a jamais existé. Certaines opérations ont pour viser un état, pensons par exemple aux traitements hormonaux du nanisme, aux chirurgies des malformations de naissance, au traitement de certaines infertilités. Donc, je pense que les psychanalystes devraient éviter de caricaturer la position médicale, parce que ça ne sert à rien, c'est contre-productif, comme on dit aujourd'hui. Alors, en psychanalyse, dans ses écrits comme dans sa pratique, depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, la guérison est présente, et cela de nombreuses et de diverses façons. Vous savez que dès l'origine, Freud, ce qui l'a amené à créer la psychanalyse, mais c'était les insuffisances, les carences de la médecine, de l'hypnose, de la suggestion. Et c'est à partir de là que le docteur Freud a inauguré une cure de plus en plus originale qu'il rangeait néanmoins parmi les psychothérapies. Les plus efficaces, ajoutait-il parfois. Sans quoi il n'avait pas toujours raison. Cette inclusion freudienne de la psychanalyse dans le champ des psychothérapies dura plusieurs années. Jusqu'au jour, un procès est intenté à un de ses disciples non médecins, Théodore Reig, pour pratique illégale de la médecine. Nous sommes donc en 1925 et c'est alors que Freud développe le concept d'analyse laïque et abandonne relativement, pas systématiquement, le concept de psychothérapie pour promouvoir le concept de psychanalyse qu'en 1923 il avait défini, comme vous savez, sur 3 plans, une méthode de traitement particulier des troubles névrotiques, un procédé d'investigation des processus animiques, dit-on dans la traduction actuelle, et un ensemble de vues sur le psychisme, acquises par cette voie. Donc, remarquons que cette promotion de l'analyse laïque n'implique pas l'abandon par Freud de la dimension curative de l'analyse. En 1933, par exemple, dans les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, il parle encore de cure et d'efforts thérapeutiques. En 1937, dans Analyse finie et infinie,
on retrouve encore des formules comme du point de vue thérapeutique, ou bien il parle encore là de résistance aux efforts, non, résistance à la guérison. Vous voyez, chez Freud, le terme guérison et de thérapie insiste, comme celui de cure d'ailleurs. Dans d'autres textes de cette époque, Freud utilise des signifiants thérapeute, médecin, pour désigner l'analyste, psychothérapie, cure, pour désigner la méthode, et suppression de la souffrance du symptôme, allègement des angoisses comme des inhibitions, non-répétition des processus pathologiques, pour définir les finalités. Je pense qu'on est donc en droit d'affirmer que Freud n'a jamais abandonné le versant de la psychanalyse, qu'il désigne comme un traitement particulier. Alors, particulier, c'est-à-dire que la guérison est obtenue par le détour de l'analyse des vraies causes des symptômes. Donc son opposition ne vise pas l'analyste comme thérapeute, ni même comme médecin, mais vise l'analyste comme habité par un furieux désir de guérir. Un thérapeute, dit-il ailleurs, un fanatique de la santé. C'est cela qu'il critique. Et on retrouve cette même réserve, cette fois par raison, lorsqu'il souligne que celle-ci ne doit être envisagée que comme un but marginal de la cure. Alors, pour quelle raison? Pas une raison idéologique, mais pour cette raison précise qu'une trop grande attention à la guérison rendrait celle-ci difficile. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un rejet de la guérison, mais de la meilleure façon d'y aboutir, d'y arriver. Et de ne pas créer les réactions thérapeutiques négatives. Donc il n'abandonne pas le versant curatif de l'analyse, mais il ne le privilégie certainement pas, au détriment de l'élaboration psychanalytique des théories sur la vie psychique qui était au moins une motivation aussi importante, voire plus importante que le côté thérapeutique non abandonné. Alors, quelle guérison est-ce qu'il s'agissait Freud? Celle du symptôme, mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quelle condition. Je ne peux pas tous les passer en revue, puisqu'il faudrait arriver à Lacan. Mais les deux dernières, c'est qu'il dit, ça ne peut pas être au prix d'une non-advenue du moi, là où le ça était. L'autre visée dernière de la cure, c'est la guérison marginale, c'est l'instauration des conditions psychologiques les plus favorables aux fonctions du moi. Donc la guérison ne se fait pas à n'importe quelle condition, et elle se distingue aussi, les guérisons freudiennes, par le chemin d'accès. Il faut renoncer à la suggestion, il faut renoncer aux conseils concernant la vie quotidienne du patient, il faut sauvegarder l'indépendance finale du patient, et il s'oppose aussi à toute normalisation sociale et au modelage de son patient à l'image de son analyste. Il s'agit au contraire de pousser son analysant, son analysé pour chez Freud, le pousser à libérer et à perfectionner sa propre personnalité. Petite introduction freudienne avant de passer donc à présent aux guérisons lacaniennes. Remarquons tout d'abord que, pas plus que Freud, Lacan n'a jamais renoncé à son statut de médecin. Remarquons aussi que, concernant la place de la psychanalyse en médecine,
Il a même affirmé son désaccord avec certains collègues qui revendiquaient l'extraterritorialité de ces deux disciplines, à l'occasion de la table ronde sur la place de la psychanalyse en médecine. Quant à la place de la guérison dans la psychanalyse, Lacan l'a abordé plus d'une fois. Alors bien sûr, on a retenu sa formule de la guérison comme survenant comme bénéfice de surcroît. Il énonce pour la première fois en 1955 dans l'encyclopédie médico-chirurgicale qui reprend dans les variantes de la coulure type en affirmant que la psychanalyse n'est pas une thérapeutique comme les autres. Mais en affirmant cela, il affirme que c'est une thérapeutique. Ce qui la différencie des autres, c'est que la guérison, dit-il, y est bénéfice de surcroît. Et que l'analyse se garde de tout abus du désir de guérir. Formule qui, pour moi, n'équivaut pas à l'analyse se garde de tout désir de guérir. Comme certains collègues comprennent cette formule, et pas tout à fait à tort, puisqu'en 1960, dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, il affirme que le désir de l'analyste était un non-désir de guérir. Mais je souligne de nouveau que non-désir de guérir ne signifie pas, n'est pas équivalent de désir de ne pas guérir. Et cette formule ne peut se comprendre dans sa juste signification, non-désir de guérir, qu'en prenant en compte ce que Lacan affirme plus loin, que le désir de l'analyste était celui, je cite, de le guérir, de guérir des illusions qui retiennent le sujet sur la voie de son désir. Guérir des illusions qui retiennent le sujet sur la voie de son désir. Donc l'aphorisme, cela étant, l'aphorisme de la, ou l'apophthegme, comme disent certains, de la guérison de surcroît, semble avoir fait scandale dans son école, tant et si bien que 2 ans plus tard, en 1962, à l'occasion d'une séance du séminaire sur l'angoisse, il précise qu'en affirmant que la guérison venait par surcroît, il n'y avait pas de sa part un quelconque dédain pour celui qui souffre, mais seulement un principe méthodologique. Principe tout compte fait très freudien, rechercher la guérison à courte vue, c'est contre-productif. La spécificité de l'expérience analytique est aussi évitée si on se focalise sur la guérison, et la guérison des vraies causes est aussi devenue impossible. Cette absence de dédain pour celui qui souffre, ce n'était pas pour Lacan une simple affirmation théorique. Dans un entretien, dans une interview, Serge Leclerc a souligné la présence extrêmement chaleureuse de Lacan auprès des personnes en désarroi. Il précise, on dit que Lacan a eu beaucoup de suicides, alors que je crois que peu d'analystes ont eu une présence aussi chaleureuse, aussi tendre, aussi dévouée auprès des personnes en désarroi. Ce qui correspond bien à d'autres témoignages, comme celui de Pierre Rey, dont j'extrais quelques lignes. Parmi ces condamnés avides de leur mort, les réchappés d'une tentative de suicide, voués à la mort, morts presque, et qu'il arrachait à la mort pour les ramener de très loin sur la rive, combien, sans son intervention, eussent survécu. Dans leçon particulière, Françoise Giroux témoigne elle aussi des risques que Lacan acceptait de prendre pour venir en aide à ceux qui, comme elle, cherchèrent secours auprès de lui. Gérard Haddad
rapporte que dans les entretiens préliminaires, Lacan était étonnamment souriant et chaleureux et qu'il lui affirma que l'analyse pourrait lui être utile. Et par ailleurs, dans ces deux derniers témoignages, on peut être frappé par le désir de Lacan que ces analysants guérissent de leurs symptômes, de leurs idées de suicide, de leurs divers malaises et mal-être qui faisaient leur quotidien. Et ils ne sont pas les seuls, encore d'autres témoignages ont insisté sur l'intensité de sa présence, de son écoute plus qu'attentive, y compris aux choses du quotidien. Du témoignage d'Irène Diamanti, je retiendrai encore la grande disponibilité de Lacan. Tout ça, je vous en parle, enfin, je vous le rappelle, parce que ça nous change des représentations du psychanalyste froid, distant, silencieux, indifférent aux souffrances de ses patients, qui fut parfois véhiculé à son propos. Et je viens de trouver encore une citation de Smirnov, de Granov, donc qui n'était pas des plus lacaniens, et qui affirme ça. J'ai été suffisamment concerné, familialement dirais-je, par les mérites cliniques de cet homme comme soignant. Donc guérison de surcroît, guérison par surcroît. Au fond, que veut dire cette œuvre? Que veut dire dans la belle langue française de surcroît et par surcroît? Il y a un sens dans le même sens que Freud, c'est pas important, c'est secondaire, mais dans le dictionnaire, dans Petit Robert, vous trouvez, c'est le surcroît, c'est quoi? C'est ce qui s'ajoute à ce qu'on avait déjà. Et survenir de surcroît, dit le Petit Robert, ou par surcroît, signifie survenir comme supplément naturel et nécessaire. Ça nous change quand même de la signification qu'on donne souvent à cette formule. Et donc, dans ce sens, la guérison est une conséquence, un apport supplémentaire, tout autant que nécessaire, de l'opération analytique préalable. Et donc, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est même plus positif que le Freud. Disons, c'est marginal. Quoi qu'il en soit, Freud, évidemment, voulait souligner par cette formule qu'il s'agissait de ne pas faire de la guérison la visée première de la cure. Et l'expérience clinique confirme souvent que plus on désire la guérison, plus elle risque de se faire attendre longtemps. Ou bien de survenir comme pseudo-guérison. Ceci est régulièrement observé. Mais on constate aussi que le désir de ne pas guérir, ou l'indifférence à la guérison, peut entraîner un désir semblable chez l'analysant, dont on sait l'inévitable soumission à l'aliénation transférentielle. Le désir, c'est le désir de l'autre. Alors si l'analyste... Enfin. Donc, en tout cas, il ne suffit pas de ne pas vouloir guérir pour que l'analysant, lui, le veuille. Je peux se demander, vous pouvez vous demander si ce n'est pas mon désir de guérir qui fait que j'oriente comme ça les citations de Lacan, trop du côté du thérapeutique, de Lacan thérapeute. Eh bien, continuons la lecture de Lacan. Variante de la cure type. Tout en soulignant l'importance de l'abstention méthodologique, thérapeutique, il met lui-même en garde contre le scepticisme, voire l'indifférence thérapeutique, comme je viens de l'évoquer. Plus tard, lors de son séminaire sur l'identification, d'un juin 62, pour ceux qui veulent vérifier, Lacan évoque à nouveau notre fonction de thérapeute, telle que nous en définissons, précise-t-il, les termes et la visée. Et il y distingue les succès thérapeutiques obtenus
en dehors de toute voie proprement psychanalytique, par la suggestion par exemple, et ceux qui découlent d'une entrée du sujet dans le champ du désir. Cette voie est évidemment plus difficile, plus longue, et suppose que l'on ne vise qu'indirectement, latéralement, d'une manière oblique, le résultat thérapeutique, la guérison. Continuons la lecture de Lacan, séminaire sur l'angoisse. Il apporte une indication importante sur sa position. Il est bien certain, je le cite, que notre justification comme notre devoir est d'améliorer la position du sujet. Et de cette amélioration, cite-t-il, la disparition du symptôme n'est pas la preuve évidente. Il pose cette question, la question de savoir si l'on peut parler de guérison lorsqu'un patient ou une patiente entre dans le tiers ordre, même s'il s'y trouve mieux quant à ses symptômes. Donc on devine ce qui peut faire problème à Lacan, bien que ce jugement contraste un peu avec son affirmation dans son séminaire sur l'éthique concernant l'inexistence d'un souverain bien valable pour tous, ou bien son affirmation aux universités américaines sur le respect à avoir de la pensée de l'analysant. Une analyse n'a pas à être menée trop loin. Quand l'analysant pense qu'il est heureux de vivre, c'est assez. On pourrait m'objecter, il parle aux États-Unis, là. Il le dit quand même. Alors, ou bien il est une girouette, il parle en fonction de son auditoire, ou bien, quand même, il y a... Bon, reprenons l'investigation, poursuivons-la plutôt, avec... parce qu'aux États-Unis, on est déjà en 1975. Mais l'acte de fondation de l'école freudienne de Paris, Lacan y présente la spécificité de la guérison, dit-il, de la guérison psychanalytique. Il n'abandonne pas le signifiant guérison, il précise les spécificités analytiques, rendre leur sens aux symptômes, donner place au désir qu'il masque, rectifier l'appréhension d'une relation privilégiée, formule qui reste à éclaircir lorsqu'on maintient sous un mode exemplaire. Si, dans la discussion, on peut peut-être revenir sur cette formule qui reste énigmatique pour moi, donc rectifier l'appréhension d'une relation privilégiée sur un mode exemplaire. Poursuivons la progression, télévision, 1973. Alors là, il prend radicalement distance, il est vrai, par rapport à la psychothérapie, en affirmant qu'elle mène au pire. Néanmoins, la suite de son intervention indique nettement que le pire, c'est quoi? C'est pas la guérison. Le pire, c'est la suggestion et le bon sens qui règnent en maître, dit-il, dans le champ des thérapies. Et il stigmatise leurs effets d'aliénation du sujet et de refoulement du désir. Mais donc, de nouveau, ce n'est pas tant la guérison en tant que telle qui est ici stigmatisée, même pas du tout. C'est le chemin qui y mène. C'est l'aliénation à l'autre, le thérapeute qui se fait naître, le thérapeute qui sait qui est le bien du sujet. Et, d'une part, et d'autre part, le refoulement, les nouveaux refoulements des désirs, qui sont en effet à l'encontre de toute visée de l'analyse. Cela étant, il insiste, en 77, ce n'est pas la peine de thérapier le psychique. Mais à nouveau, il faut prendre ce qui suit. Freud aussi pensait ça. Il pensait qu'il ne fallait pas se presser de guérir. Donc c'est la guérison à courte vue c'est la thérapie guérison à courte vue qui stigmatise. Et il précise encore, il ne s'agit pas de suggérer ni de convaincre. Et donc on voit que c'est l'association psychothérapie, suggestion et aliénation qui est l'objet de la stigmatisation de Lacan comme de Freud.
Cela implique, à mon avis, que nous ne pouvons pas nous contenter de dénoncer la paille qui aveugle le voisin, les psychothérapeutes, et qu'ils soient psychanalystes ou non, et que nous avons à nous interroger, nous aussi, sur la place de la suggestion, explicite ou implicite, involontaire ou délibérée, dans notre pratique psychanalytique stricto sensu. Car nous savons bien qu'il ne suffit pas de déclarer qu'on ne veut pas user de la suggestion pour qu'elle n'infiltre pas nos pratiques à notre insu. Or, plus le transfert et plus l'idéalisation se développe dans une cure, plus croissent aussi l'assujettissement et les effets de suggestion inévitables, souvent méconnus, et pas assez élaborés, à mon sens, dans nos groupes de travail, forcément, puisque chez nous, ça n'existe pas. Et hélas, de nombreux témoignages d'analysants ayant terminé leurs analyses, y compris chez Lacan, me font penser que nos pratiques sont loin d'être vierges de cette suggestion, tant de fois dénoncée chez les thérapeutes. Et par ailleurs, Freud lui-même disait, rappelons-nous, qu'il fallait se servir de la suggestion, non pas pour obtenir la disparition du symptôme, mais pour faire accomplir le travail psychique qui l'amènera à améliorer durablement sa position psychique. Donc, pour Freud, il y a même une certaine suggestion qui est nécessaire, indispensable. J'ai récemment trouvé sous la plume de Jacques Anna-Miller cette assertion fort lucide sur nos pratiques. On ne peut jamais dire une fois pour toutes, on n'est plus dans la suggestion. Il ajoute, l'opération analytique est constamment doublée par des effets d'identification. D'où la question de la part à faire de la suggestion dans la réalité de l'opération analytique. Et il termine en disant, quel analyste peut dire qu'il n'a jamais utilisé l'investiture qui lui était accordée de grand autre? Où ça? Où le dit-il? J'ai trouvé ça dans un numéro spécial psychothérapie, psychanalyse consacré. C'est dans un des colloques de l'école de la cause. Je pense que c'est en 92, je pense. Alors, il faut voir à quel moment dans les élaborations des lois ça tombait, puisque on a vu qu'avec Freud aussi, c'est aussi le politique qui va influencer ce qu'on dit, sinon ce qu'on pense, et ce qu'on ne dit pas. Voilà. Ah ben voilà, oui, dans la cause freudienne, numéro 22, octobre 1992, pardon, 92, page 12. Mais revenons donc à la guérison et à Lacan, et retrouvons-le une nouvelle fois dans les universités américaines. Donc là, on est en 75. À l'université de Yale, il affirme que la psychanalyse était la dernière fleur de la médecine. Ou encore, que Freud avait montré que la psychanalyse était désormais la seule médecine réelle possible. Donc, vous voyez comment il reprend là le thème de 66 dans Psychanalyse et médecine, dans la place de la psychanalyse. Dans ces mêmes conférences américaines, Lacan réaffirme aussi le pouvoir thérapeutique de la psychanalyse. Un symptôme, c'est curable. Et il aborde en outre la question du confort et du bonheur obtenu. Les névrosés, enfin, ils vivent, il parle des névrosés, une vie difficile, et nous essayons d'alléger leur inconfort. Et un peu plus loin, dans son exposé, on retrouve cette affirmation que je viens d'évoquer, donc une analyse n'a pas à être menée trop loin, quand un analysant pense qu'il est heureux de vivre, c'est assez. Alors, revenons à Paris, au congrès de 78 sur la transmission, et là on trouve l'affirmation que si le symptôme persiste, c'est que l'analyste a raté son coup. Enfin, intéressante, curieuse, affirmation lacanienne.
mais curieusement rarement évoquée en nos milieux. Et pourtant, il me semble qu'elle devrait tempérer nos affirmations sur la nécessaire indifférence de l'analyste à la levée du symptôme, et d'autre part, nos appels trop fréquents, à mon avis, à la réaction thérapeutique négative pour rendre compte de l'échec de la cure. Parce que cet appel, évidemment, nous dédouane le psychanalyste, nous dédouane de toute responsabilité. Là, il nous dit, vous avez raté votre coup. Elle devrait aussi tempérer la convocation de l'identification symptôme comme finalité lacanienne de la cure. Dans cette même intervention, donc colloque sur la transmission, 78, il réutilise le concept de guérison dans un sens très freudien. Il dit, comment se fait-il que par l'opération du signifiant, il y a des gens qui guérissent? Freud a bien souligné qu'il ne fallait pas que l'analyste soit possédé par le désir de guérir, mais c'est un fait. Il y a des gens qui guérissent, et qui guérissent de leur névrose, voire de leur perversion. C'est dans les lettres de l'école freudienne, numéro de 1907. Donc, il ne parle pas de la simple guérison du symptôme, bien plus, guérir de sa névrose. Qu'est-ce que ça voulait dire pour Lacan? Guérir de sa névrose, voire de la perversion. Donc c'est beaucoup plus loin que le symptôme, plus radical que le symptôme. Donc on est loin du pessimisme affiché, voire revendiqué par certains. On est loin aussi des positions lacaniennes du séminaire sur l'éthique, un peu romantique, un peu tragique et jusqu'au boutiste. Mais même dans le séminaire sur l'éthique, on retrouve des propos optimistes. Nous prétendons, dit-il, permettre au sujet de se placer dans une position telle que les choses, mystérieusement et presque miraculeusement, lui arrivent à bien. Arrivent à ce qu'il les prenne par le bon bout. Il ne faudrait pas cependant perdre de vue ces positions spécifiquement psychanalytiques qu'il avait développées alors, guérison déjà évoquée, des illusions qui retiennent le sujet sur le chemin de son désir, nécessité de l'expérience du tragique de l'existence, de l'extrémité de nos désirs incestueux meurtriers, et de la rencontre essentielle de notre être pour la mort. Donc ces deux affirmations au congrès de la transmission tranchent avec ces assertions antérieures du séminaire sur l'éthique. Et il me semble qu'on peut en conclure que bien qu'elle soit loin d'être la seule et la première visée de la cure, la guérison du symptôme constitue pour Lacan une des conséquences d'une cure aboutie. Et certes, elle est loin d'être la plus importante, quoique, rater son coup, c'est pareil quand même. Et de plus, pourrait être analytique, et dans bon nombre de cas pour être simplement effective, cette guérison doit être l'effet supplémentaire nécessaire de la levée du refoulement, de l'allègement de la névrose, du repérage par le sujet des signifiants et objets qui le déterminent, autrement dit, repérage du fantasme qui cause son désir et organise fondamentalement sa jouissance. Et il ne s'agit pas d'un simple repérage intellectuel, mais d'un repérage qui apporte un plus de bien-être et de liberté. Ainsi, dans l'ouvrage déjà cité, Françoise Giroud écrit à propos de Lacan: « Je lui dois ce que j'ai acquis de plus précieux, cet espace de liberté intérieure qu'aménage à son terme une psychanalyse bien conduite. » Et dans les témoignages de Charles Melman et de Daniel Viglocher, on retrouve cette même émergence de la liberté, liberté d'exprimer ses désirs chez le premier, liberté de penser chez le second.
Alors tout ceci m'amène à penser que Lacan n'a pas voulu l'extraterritorialité radicale de la psychanalyse par rapport aux psychothérapies et à la médecine, quoi qu'il ait dit, quoi qu'il en ait dit l'une ou l'autre fois. Sa position était bien plus complexe, et il me semble qu'il convient plutôt de penser le rapport entre ces concepts et ces pratiques en termes de recouvrement partiel et en termes de concepts d'extériorité interne et d'intimité externe, qui serait plus adéquat pour désigner ce rapport complexe. Je pense aussi à la figure du recouvrement des deux cercles. On m'a pris un tableau avec psychanalyse, psychothérapie, avec un champ de recouvrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le recouvrement? Pardon. Elle fait beaucoup de bruit. Dans ce champ dans ce champ de recouvrement, on peut retrouver l'allègement du symptôme, l'amélioration du bonheur de vivre, l'allègement de l'inconfort, par exemple, et du côté spécifique, la guérison des illusions qui nous retiennent sur le chemin de notre désir, la guérison de la répétition névrotique, la guérison de la passion pour l'ignorance des désirs qui nous habitent. Et dans cette partie spécifique, on pourrait encore ajouter d'autres guérisons que je voudrais envisager là maintenant, dans un instant, après avoir une nouvelle fois évoqué cette communication de Jacques-Alain Miller, puisque j'ai retrouvé chez lui ce même schéma, une grande surprise, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais là je trouve que nous étions d'accord. Et puis aussi je trouve, on trouve chez lui, il reprend l'affirmation lacanienne de la nécessité d'abandonner à certains moments de certaines cures le chemin de l'analyse pure pour opérer quelques court-circuits thérapeutiques. Une formule qui reprend Lacan. Et j'ai retrouvé cette même affirmation dans les propos de Mustapha Safwan, c'est un congrès de la Fondation européenne à Rome, où il a souligné qu'il était évident qu'il fallait, avec certains analysants ou à certains moments de la cure, être psychothérapeute plutôt que psychanalyste. Il ajoute: le médire de la vérité n'amène pas du bien à tout le monde. Ce que Lacan faisait lui-même lorsqu'il envoyait tel analysant à Françoise Dolto en lui disant qu'elle s'en tirerait mieux que lui avec tel ou tel patient. Ou encore en dirigeant tel autre vers l'hôpital psychiatrique ou en donnant son numéro de téléphone du week-end à un de ses analysants lorsqu'il allait trop mal. Ou encore enfin en reprochant à un de mes amis et collègues qui était en contrôle chez lui, en lui reprochant d'avoir laissé partir une analysante qui avait affirmé qu'elle allait se jeter dans le canal. Et Lacan l'a vraiment comment dire, semoncé. Qu'est-ce que vous l'avez laissé partir comme ça. Donc il avait des positions quand même aussi de thérapeute qui étaient, je pense, cliniquement adéquates, fût-ce ou non, dans ce dernier cas, pour maintenir possible l'analyse. On peut se rattraper comme ça. Néanmoins, cette position maintient le clivage théorique entre psychanalyse et psychothérapeute. Il vaut mieux être psychothérapeute et abandonner la position d'analyste. Ça, on rejoint les deux cercles alors qui seraient séparés. Alors que, me semble-t-il, il est tout à fait défendable, même d'un point de vue lacanien, d'en parler en termes de recouvrement, ou bien encore en termes de tresse, ou de nœuds borroméens, tresses et nœuds qui rendent solidaires des éléments tout à fait différents. Excusez-moi. Oui. Psychanalyse et Psychothérapie. Mais on peut dire guérison analytique et guérison psychothérapeutique. Donc,
La tresse, c'est des fils hétérogènes qui tiennent ensemble. Le nœud borroméen, forcément, des éléments hétérogènes qui s'entrecroisent, qui s'entretiennent. D'ailleurs, s'il n'y avait qu'extraterritorialité, s'il n'y avait aucune dimension psychothérapeutique dans la psychanalyse, comment justifier la revendication des écoles d'analyse d'obtenir des pouvoirs publics la reconnaissance comme psychothérapeute pour ceux qui sont formés chez elles, dans ces associations, et qui souhaitent se présenter comme psychothérapeutes? Pourquoi conserver les signifiants très médicaux de cure, de symptômes? Comment légitimer le fait que certains analystes médecins donnent des fiches de sécurité sociale? C'est comme ça que vous dites ici aussi. Oui. Comment justifier aussi que nous ne renvoyons pas à des psychothérapeutes des gens qui viennent avec un désir de guérir? Et même au contraire, au fond, les analystes, en tout cas Lacan, il exigeait un désir de guérison, un désir de changement chez ceux qui lui demandaient une analyse. Il disait, ceux qui viennent pour mieux se connaître ou ceux qui viennent pour se former, je les ai conduits. Et certains nous ont raconté comment Lacan leur donnait rendez-vous de mois en mois, ou revenez dans 3 mois, parce que la seule chose qu'il pouvait dire, c'était « je voudrais devenir psychanalyste ». Bon, alors, j'ai parlé de l'élargissement. Je pense qu'il vaut mieux souligner, plutôt que de dire la psychanalyse n'a pas grand-chose à voir avec la guérison, avec la thérapie et psychanalyse, c'est tout à fait opposé. Je pense qu'il vaut mieux souligner l'élargissement et la subversion de 3 concepts, celui de guérison, celui et notamment de symptômes et celui de guérison. Alors, on va passer sur le concept de symptômes, vu le temps, hein. Mais commençons par dire ce qu'est, ou répéter, parce que je l'ai dit tout au long de ce parcours d'enseignement de Lacan, ce qu'elle n'est pas, la guérison analytique. Ce n'est pas la suppression du symptôme à courte vue, ce n'est pas un effet de suggestion, ou un effet d'apprentissage, ou un effet d'identification, au moins fort de l'analyste, par exemple. Ce ne peut pas être non plus, ou ça ne devrait pas être un simple retour à l'état antérieur, et non plus une adaptation aux exigences du social. Et si le symptôme est une manifestation masquée de la vérité du sujet, si c'est la façon que nous avons de jouir de notre inconscient, si c'est ce que nous avons de plus réel, voire ce qui nous fait tenir ensemble, réel, imaginaire et symbolique, on ne peut pas proposer une suppression à courte vue de ce symptôme, avant que le sujet ait la possibilité de trouver, par exemple, d'autres façons de jouir de son inconscient, ou bien d'autres façons de faire tenir ensemble le réel, imaginaire et symbolique. Mais la spécificité de la guérison lacanienne, ou des guérisons lacaniennes, consiste surtout en ceci, qu'elle déborde largement le champ du symptôme au sens commun du terme. J'ai déjà évoqué la guérison des illusions, avec le terme de Lacan, la guérison des illusions qui nous retiennent sur le chemin du désir. On peut ajouter la guérison de nos répétitions névrotiques et de notre passion pour l'ignorance, celle qui nous fait préférer le maintien du refoulement de nos désirs extrêmes, meurtriers, incestueux, et qui nous amène à oblitérer notre être pour la mort. On peut ajouter la guérison de notre désir de ne pas guérir, que ce soit comme analysant, qui trouve, par exemple, dans son symptôme la satisfaction d'un besoin de punition, ou comme analyste, dont l'indifférence à la persistance des symptômes pourrait très bien s'enraciner dans quelques désirs inconscients, agressifs, sadiques ou cyniques,
à l'égard de son analysant. Les désirs de secourir et de guérir ne sont pas les seuls désirs à propos desquels les analystes ont à s'interroger en tant qu'obstacle au bon déroulement de la cure. Il y a aussi ces désirs moins avouables et moins avoués, que je viens d'évoquer, agressifs, haineux, sexuels, on peut ajouter. Côté analysant, le désir de ne pas guérir peut aussi être l'expression du masochisme fondamental, ce masochisme qui pousse l'être humain à se donner du mal pour vivre quelques plaisirs. Et côté analyste, ce désir de ne pas guérir pourrait être une formation réactionnelle à un trop grand désir refoulé de guérir l'autre, petit autre ou grand autre, l'autre significatif de son enfance, le père alcoolique, la mère dépressive, une sœur trisomique, par exemple. À cette guérison du désir de ne pas guérir, on peut ajouter la guérison de notre quête du maître. Celui qui penserait à notre place, qui saurait ce qu'est notre bien, qui nous dirait ce que nous avons à faire. Guérison auquel nous, lacaniens, nous n'accédons pas facilement. Lacan reste manifestement un maître aliénant pour un grand nombre de ses ex-analysants et même pour ceux qui ne s'allongèrent pas sous son divan. La preuve, c'est tout ce que je viens de vous citer après une étude approfondie de son enseignement. Alors cette guérison de notre quête du maître peut s'inscrire dans une guérison plus large et nécessaire, la guérison de la névrose de transfert, créée par la cure elle-même, que Lacan a situé cette guérison dans le passage au transfert de travail, mais qui n'est parfois qu'un paravent, un précieux paravent d'un transfert peu analysé. La fin de la cure impliquait aussi pour Lacan que l'analysant devenu analyste est guéri de sa tendance à se faire pour l'autre un maître à penser, un référent moral, un guide, voire même une autorité. Même si pour l'analysant le prix à payer était l'angoisse, et pour l'analyste la destitution subjective. Par rapport, quand on relit l'éthique, l'analyse lacanienne devrait permettre à l'analysant de guérir de notre croyance en l'existence d'un souverain bien et d'un souverain bonheur valable pour tous, et de notre inamendable croyance en l'existence d'un rapport pleinement satisfaisant entre les sexes. Enfin, l'analyse pourrait aussi nous guérir de ces tendances à l'identification qui nous construisent tout en nous aliénant. La cure lacanienne implique un processus de désidentification, pour reprendre l'expression d'Octave Manoni. Ce n'est pas sans faire penser à la stigmatisation de Lacan de l'identification au moi fort de l'analyse comme idéal de fin de cure. Mais cette question se pose aussi concernant le devenir analyste comme issu de la cure. Dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas identification, un reste d'identification non analysé à son analyste. Donc, cela étant, si la psychanalyse peut apporter ces guérisons, ça ne veut pas dire évidemment que chaque fois elle y conduit, ni non plus qu'elle y conduit totalement. Rappelons-nous cette affirmation freudienne, il faudrait qu'un analyste retourne sur le divan tous les 5 ans. Je trouve que c'est plus lucide que de se dire qu'on a fait la passe et voilà, tout est résolu, quoi. Tout est résolu pour la vie, comme certains entendent cette expérience de la passe. Donc je pense que soutenir qu'il s'agisse pour Lacan comme pour Freud d'un élargissement et d'une subversion des concepts de symptômes et de guérison me semble préférable que l'affirmation que l'analyste n'a rien à voir avec
les symptômes et la guérison. Le reste, je peux peut-être m'arrêter là pour qu'on ait du temps pour la discussion Bon, de ces... Alors, merci Patrick Demeter qui a fait un grand tour, comment dire, iconoclaste des... des supposés pensées... Il y a un certain nombre de pensées qui sont dans l'air et qui ne correspondent donc en général pas au texte ni freudien, ni lacanien, ni d'un tas d'autres. Mais c'est un peu les pensées communément régnantes sur la guérison, sur les buts plus hauts, etc. Et effectivement, c'est à la limite, sauf Freud, tous des faux culs. Pas tous, loin. qui ça tous? Alors, pour Lacan, c'est assez complexe parce que ça va dans tous les sens. Hein. Dans différents sens, oui. Comme d'habitude, ça fait un peu de tout. Hein. Il occupe à peu près tous les champs. Mais dans la doxa analytique, c'est avec des pincettes. La guérison et tout ça. Donc, sauf quelques-uns qui pointent. Bon, alors, et Freud, lui, il va carrément, il insiste, pas de problème. D'une certaine façon, Lacan aussi. Mais De façon... c'est, oui, de façon plus complexe. un peu plus en retrait, mais c'est aussi net régulièrement. Donc, hein, c'est ce vaste tour. Alors là, effectivement, comme si, de toute façon, derrière la pensée de tous, Lacan inclus, ce qui était visé, c'était des buts plus hauts, plus larges. Tu as parlé d'élargissement. Oui. Mais qu'on ne sait pas bien quoi, finalement. Quand même, on veut aller plus loin. Ce sur quoi j'ai terminé quand même, c'est... Lacan a quand même été explicite sur une série de finalités que j'ai appelées guérison. Lacan ne les a pas toutes appelées guérison. Oui. Hein, mais enfin, il y a quelque chose de... C'est plus il me subtil, semble de flou qui va... on ne sait pas où. C'est quand même un but, alors je ne sais pas si on peut appeler ça imaginaire, de l'arrière-fond, du désir de gens, pas forcément de l'analyste, mais de ce qui est derrière le désir dans la psychanalyse. Effectivement, l'élargissement là des concepts, c'est un peu ça aussi. C'est comme s'il y avait des termes presque à trouver pour les buts qui sont là. Parce que comme une difficulté à dire quelque chose de pertinent là-dessus, et effectivement, là, c'est assez explicite, c'est des cercles de l'air qui se recoupent comme ça. Alors, c'est infiniment multiple aussi, puisque par exemple, on parle du transfert aliénant. Alors, le transfert aliénant, c'est pas pour tout le monde. Il y a un certain nombre de gens qui viennent voir un analyste, on ne sait pas si c'est un analyste ou un psychothérapeute ou quoi qu'est-ce, et qui, une fois résolu quelque chose, un symptôme ou je ne sais quoi, bon, au revoir, merci. Hein, c'est assez courant. Hein. Et puis à l'arrière-fond de tout ça, il y a aussi quelque chose, encore d'imaginaire quand même, et qui est peut-être quand même quelque chose, malgré tout, au-delà de l'imaginaire, quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, avec la psychanalyse, on guérit de tout. On guérit de tout et on avance plus loin. Alors bien sûr,
fonction de ce que chacun, par exemple, il y en a pour qui, effectivement, la vérité, c'est pas toujours ce qui est souhaité, hein, pour leur permettre de recouvrer justement une liberté de mouvement et de pensée, hein, peut-être. Alors, sur l'extraterritorialité, j'ai pas bien compris parce que j'ai l'impression que la position extraterritoriale de la psychanalyse, c'est plutôt la position de la psychanalyse, du psychanalyste pour pouvoir justement agir, être mobile, avancer, théoriser, plutôt que dans une pratique, que dans sa pratique, justement. J'ai plutôt l'impression de ça. En passant, il y a... Alors effectivement, si guérir de sa névrose, il n'a pas dit de guérir de la névrose. De leur névrose, oui, de leur névrose. Leur névrose personnelle, c'est ouais. Pareil que le concept. Alors bon, ça c'est entendable. C'est de sa c'est pas évident quand même. Quand même, c'est pas évident, hein, guérir de sa névrose. C'est déjà. Je veux dire, ça pose la question de la structure, voilà. Ben, on peut dire que on reste névrosé, mais de façon pas. On est pas trop souffrant, pas trop, parce que sinon on est quoi. On est quoi. Et surtout que ce suit guérir de sa perversion, c'est ça. Ouais, de leur perversion. Ouais. Alors là. Là, je veux bien aussi ça, double point d'interrogation. Alors là, c'est assez complexe. J'ai connu des gens qui sont guéris de leur perversion, qui sont directement morts, tout de suite après. Alors, il n'a pas parlé de la psychose. Il n'a pas parlé de la psychose. Oui. Hein, et certain nombre d'autres. Ben là, je pense que tout le monde est assez d'accord qu'on ne guérit pas de sa psychose. Mais je ne dis pas que ce n'est pas une issue possible, mais je connais de longues analyses qui se terminent sur toute autre chose. Et ce que je mets un peu en question, c'est l'idée qu'une vraie analyse débouche sur le fait de devenir analyste. Donc je pense que même des personnes qui ont je pense à quelqu'un là maintenant qui file vers l'art, qui file vers et qui, je pense, bien que l'idée a été longtemps en elle de devenir analyste, mais pour le moment c'est en train de s'étioler et je pense que c'est une bonne chose. Enfin, je pense que c'est une bonne fin d'analyse de se détacher de ce qui pouvait être l'identification. C'était une seconde tranche, donc à sa première analyse lorsqu'elle était adolescente, où là, bon, il a découvert en effet tout ça et qu'il y a une sorte de processus d'identification à ces analystes qui est en train de se... Ça peut aboutir à la création, une analyse. Et notamment, notamment à l'investissement dans... Donc, c'est ce que tu voulais dire. Oui, c'est un mouvement, on comprend le mouvement. Je veux dire que ça passe pas forcément par l'identification à l'analyse. Pas forcément. Ça peut être aussi une motivation pour... Ouais. Oui. Voilà. S'inscrire dans ce champ d'exploration particulier. Tout à fait. Oui, j'ai laissé entendre que c'était nécessairement... Et sinon, il y a la dimension, effectivement, l'analyse terminée ou interminable. C'est-à-dire que si on est guéri, c'est-à-dire d'une certaine façon, si on a remis les deux pieds dans la vie, la vie, elle se poursuit. Et donc, les questions la façon dont les événements de la vie peuvent tout d'un coup nous répercuter sur un point de fragilité ou sur un point qui peut-être est resté inanalysé précisément, ça c'est un processus qui est indéfini. C'est ça, dans quel sens du terme? Voilà. Non, parce que est-ce que c'est guérir sans être guéri du rapport au maître, au sens plus simple de symptômes?
si tu entends être psychothérapeute, c'est faire de la suggestion, c'est utiliser la suggestion, ben, au moment où, au cours d'une cure, tu suggères, comme disait Oui, mais Pierre, tu n'es pas dupe. Tu sais où qu'est-ce que tu es en train de faire. Les psychothérapeutes ne travaillent pas ça. Mais tu suggères et tu profites de la place de grand hôte dans laquelle tu es mis pour agir. Oui, ça Donc, ne veut pas dire que tu es... non, mais si tu appelles ça psychothérapie, je pense que c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Non, mais Quand Lacan se trouve devant un grand suicidaire ou un délirant qui l'envoie à Tchermak en disant il faut qu'il soit hospitalisé, c'est une position de thérapeute. Mais alors ça devient une question de définition de ce que c'est qu'être psychothérapeute. Tu sais, la position de dire qu'on n'est qu'analyste, et qu'il y a la psychanalyse appliquée à la psychothérapie, ça fait que tout le monde devient analyste. Quiconque s'occupe de psychothérapie devient analyste. Enfin, très très concrètement. Si, puisque tu dis que tout est psychanalyste. Non, c'est que je dis là-bas, je veux dire que s'il y a un point de suggestion, les psychothérapeutes, ces points-là ne l'analysent pas. L'analyse. Ça, je suis bien d'accord. Voilà, et ces points est nécessaire. Nous, on n'est pas dupes du fait qu'on est en train de faire de la suggestion. J'entends dans ce que dit Sylvia, il me semble entendre en tout cas que dès lors qu'il y a de l'analyste, il y a de l'analyse, quel que soit le fait qu'on puisse intervenir en disant à un patient non. Je parle dans une histoire qui a fait qu'un enjeu important. Je ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une position. Voilà. Être dans une position psychique, c'est l'inverse, parce que jusqu'à présent, enfin, dans les textes de Freud et de Lacan, thérapie égale suggestion, ou suggestion égale thérapie. Dans ce qui se recouvre, je soutiens qu'il y a de la suggestion. Et donc je soutiens que la suggestion fait partie de l'analyse. Oui, c'est le point intermédiaire. C'est le point intermédiaire. Maintenant, on peut ajouter que la suggestion non analysée, elle est du côté psychothérapie, si tu veux. Et c'est c'était le bémol que je mettais par rapport à cette opposition psychothérapie-psychanalyse chez Miller ou chez Safouan. C'est que ça ne parle pas de l'intrication possible des deux. Alors, l'autre question, c'était le rapport entre... Bon, j'ai pas... Bon, parce que la fin de l'analyse, c'est encore... j'ai fait le même petit travail pour les finalités d'analyse. Il y en a certainement 18 dans l'enseignement de Lacan. C'est intéressant parce que c'est pas tellement que ça file dans tous les sens. Je pense que c'est des fins possibles et qu'il a aussi le souci... mais qu'il n'y ait pas une idéalisation d'une fin de l'analyse. Parce que ça peut, je pense, enfin, vous devez savoir de l'avoir fréquenté de plus près que moi. Moi, je ne l'ai connu que par les textes. Donc, c'est pas la même chose, mais ça se recoupe de nouveau, puisque guérir de ces illusions qui le retiennent sur le chemin du désir, ça, c'est une définition d'une fin de l'analyse, enfin, d'une des fins de l'analyse. Enfin, ce que j'ai dit, ces guérisons-là, mais il en a dit encore beaucoup d'autres, mais que je ne pense pas traduire en termes possible de traduire en termes de guérison. Là. Guérir du surmoi. La chute. Guérir du surmoi. Il a dit. Il me semble qu'il a parlé du. Ouais, dans l'éthique. Guérir du surmoi. Peut-être. Mais donc tout n'est pas de l'ordre de la guérison. On ne sait pas reprendre toutes les fins. Bon, chute de l'objet petit a, traversée du fantasme, etc. Si je me réfère à Lacan, je disais c'est que l'analyste a raté son coup. Cela étant, je pense qu'il y a symptômes et symptômes, qu'il y a des symptômes très invalidants, qu'il y en a d'autres, ça ne fait de tort à personne, et que ça fait même bien plaisir, puisqu'il y a la jouissance du symptôme. On ne voit pas pourquoi il faudrait s'enlever ce plaisir. Je veux dire qu'il y a symptômes et symptômes. Il y a savoir y faire avec, oui, que ce soit plus l'insomniaque qui
du coup profitent de ces nuits pour travailler, pour créer, etc. Validant et d'autres pas. Voilà, à ce moment-là, à la limite, c'est même plus tout à fait un symptôme. C'est ça. Hein? Voilà, c'est qu'après, ça devient ça. Enfin, bon, au sens médical du terme, ce serait un symptôme. Je pense à une analysante qui se plaint d'un surpoids, d'un important surpoids. Après de longues analyses, ça bouge pas. Est-ce que la solution pour elle, analytique, c'est pas de se réconcilier avec quelque chose qui est peut-être un trouble d'origine hormonale, ou peut-être, je n'en sais rien, mais de s'arranger, enfin de s'arranger avec ce symptôme, et que ce ne soit plus l'objet de cures répétées, de se fouetter. Je pense important de retenir ça, comme dit Freud, ce sont des hypothèses. Oui. Alors, est-ce qu'une hypothèse, c'est de formuler une hypothèse, est-ce que c'est de la suggestion? Oui. Oui, mais de la suggestion utile au sens où Freud l'indique. C'est différent du non-analyste qui dirait, ben voilà, il s'est passé ceci dans votre enfance et voilà la cause de... L'analyse, c'est quand même se tenir en dehors de cette question de suggestion. C'est la visée. Maintenant, qu'il y a des moments où il y a des choses. Alors aussi sur le symptôme, bon, ça, on peut parler de tout, mais enfin, c'est structurel le symptôme, c'est un par-l'être. Il n'y a pas d'être humain sans symptôme. On ne peut pas vivre sinon. Mais il y a une formule que tu as reprise de Lacan qui m'a toujours posé un petit souci. C'est l'amélioration du sujet. C'est un peu particulier comme... C'est pas l'amélioration morale, bien sûr, c'est l'amélioration dans son aisance à vivre, je suppose. Quelque chose comme ça. C'est de la position du sujet. Qu'il a beaucoup répété. Ça. Oui, non, il n'a pas répété. Il a pas. C'est pas amélioration. Pour aller vers le mieux. C'est ça. Oui, oui. Voilà, donc c'est un peu dans le sens de quand il sera heureux de vivre. Quand il serait heureux de vivre, parce que c'est pas l'amélioration du sujet, c'est l'amélioration de la position du sujet. Je crois que c'est du sujet. De la position du sujet. C'est la position du sujet. Oui. Ah, il a peut-être dit amélioration du sujet, mais moi, la référence que j'avais, c'était la position du sujet. Ah oui. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une expérience d'initiation ou une... Moi, je pense que ça file vers une expérience... Oui. Je ne sais pas si les philosophes seraient d'accord, mais en fait, c'est une expérience morale ou philosophique ou éthique intéressante ou quelque chose comme ça. Même, on filerait vers quelque chose même de religieux, peut-être, qui est déjà une tendance de pas mal... Pour qu'il y ait psychanalyse, il faut qu'il y ait guérison dans le tableau. À mon avis, voilà, oui. C'est ça que ça veut dire. Alors que beaucoup, souvent, considèrent que la guérison, ça n'intéresse pas vraiment le psychanalyste, que c'est un peu des trucs de médecin, que voilà. Oui. Oui. C'est enlever la souffrance. Mais bon, on peut pas, difficile de faire de l'interprétation sauvage, hein, mais est-ce que, au niveau groupal comme ça, est-ce que cette position, dire la guérison n'intéresse pas, c'est pas une façon de se dédouaner quand ça n'arrive pas, en disant ben oui, de toute façon c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi alors peut-être ça pourrait être aussi une défense contre un désir de guérir. Je pense que certains médecins, notamment, enfin, le psychologue peut avoir un désir de guérir, peut être fort pris par ce désir et le refouler. Et ça aboutit dans ce genre de choses. Moi, surtout, guérir, jamais. Pour Freud, c'est clair, c'est un des trois buts. Et pour Lacan, ça reste une finalité. J'ai essayé de l'indiquer jusqu'à la fin, mais il n'a jamais fait la synthèse comme ça de ses positions. Mais lui, il peut dire une chose et son contraire. Oui.
mais de façon justifiée, si je puis dire. Mais en même temps, on voit comment le terme de guérison reste, le terme de cure reste. Alors je ne sais pas s'il tenait, lui, à ce qu'on appelle le docteur Lacan, mais je vois que certains de ses élèves... Même professeur. Même professeur. Oui. Quoi, il y tenait. Quand il allait en Italie, il se faisait appeler professeur. Oui, voilà, on appelle... En Italie, tout le monde est professeur. Dès qu'il y en a... Mais je suis frappé. On passe avocat ou professeur. Lui, il y tenait en tous les cas. Il y tenait, Non, mais le donc, docteur, voilà. il aimait bien. Et puis sa position par rapport à la médecine, disons, quand même, Il avait quand même la psychanalyse... un marqueur réflexe dans son bureau dont il se servait de temps en temps. Ah, sur la tête. Hein? donc voilà, je pense que c'est une autre façon, que Freud l'a dit explicitement, Lacan l'a dit moins explicitement, puis, enfin, Winter le dit publiquement, et je pense que c'est pendant 1 an que Lacan l'a fait languir. Bon, revenez dans... Oui, je voudrais devenir psychanalyste, et puis il l'a fait revenir 1 mois plus tard, puis 3 mois plus tard, et jusqu'au moment où... Donc l'amélioration de la position dont on parlait tout à l'heure, c'est exactement ça. Ouais. C'est pouvoir prendre quelqu'un qui vient pour mieux se connaître, et justement c'est là qu'on voilà. va changer la position. Oui. Il me semble. Oui, mais il y en a même qui venaient dire bonjour, et il leur disait, ouais, bon, c'est vous. oui, ça c'est... Donc il venait l'inviter, il faire une conférence, et puis qui... Oui, bon, enfin bon, il y a ce qu'il dit, on peut... Peut-être la différence, c'est ce qui est dit au départ, c'est-à-dire qu'un médecin, on dit que la médecine, il n'y a pas garantie de résultat, mais garantie de moyens. C'est pas tout à fait vrai, parce que derrière, implicitement, il y a la visée de la guérison. Or, non, chez un psychanalyste, je veux dire, le psychanalyste ne garantira pas, même implicitement. Mais le médecin ne garantit pas non plus. Il ne garantit pas, il dit... C'est sous-entendu. Non, il vous dira, même ils donnent maintenant des statistiques, les médecins. Non, mais ils donnent des statistiques, il y a autant de réussite, il y a autant de pourcents de réussite, c'est aujourd'hui ce qu'ils disent. On va chercher sur un... Je dis bien, c'est un point juridique, mais implicitement derrière, l'idée, c'est la guérison, on va pour la guérison. Or, chez un psychanalyste, il ne dira jamais, oui, je vais vous guérir. C'est pas implicite. Écoute, moi, on m'a dit hier que le terme de guérison était en train de disparaître en médecine. Qu'on parlait de stabilisation, qu'on parlait d'amélioration, qu'on parlait de... et que le terme est en train de disparaître. Oui, oui. Donc... Il y a des domaines en médecine où on dit on va plutôt vers une rémission, on va voir... Alors, la rémission, c'est provisoire. La rémission, c'est une guérison provisoire. Donc, les choses changent en médecine. Hein, oui. Mais effectivement, ce mouvement est enclenché en médecine depuis longtemps. N'empêche qu'il est toujours là, parce que par exemple, on dit quelque chose qui est strictement faux. On dit que vous êtes guéri de votre cancer s'il n'y a pas de récidive pendant 5 ans. Ça, c'est juste un truc totalement imaginaire, arbitraire. Et on dit, vous êtes guéri. Et sur la grande relativité, parce que j'ai coupé ça parce que c'était trop long de filer sur le normal et le pathologique chez Canguilhem, parce qu'il montre la grande relativité de ce qui est normal. Parce que le normal, ça dépend de par exemple, vivre avec un poumon, ça peut être normal pour certaines personnes, mais si on fait de la compétition, si on fait de la montagne, etc., ça devient un symptôme, ou ça devient anormal. Donc il relativise tout à fait la question du normal et donc implicitement du symptôme. Je ne sais plus sous la plume de qui, je ne pense pas que c'est Lacan, mais peut-être, qui disait que ce désir de retourner à l'état antérieur était toujours présent, mais le désir de la chose, le désir de retourner à cet état du bébé, du fœtus, qui a là un désir fondamental qui... Donc, mais c'est quelque chose qui se repère, qui se découvre souvent plutôt en fin de cure. C'est rare que dans les entretiens préliminaires, on vienne avec l'idée comme ça, que ce qu'on voudrait, c'est retourner au sein maternel. Tu appelles retourner au sein maternel une perversion?
La perversion de l'enfant. Ah, alors, la perversion polymorphe. La Oui, oui, polymorphe, oui. oui. Tout est... C'est pas pareil. Non, mais je sais que certains ont souligné ce côté pervers ou pervertissant de l'analyse lacanienne à partir de sa focalisation sur l'objet A. Hein, qui en effet, la différence entre l'objet A et l'objet fétiche, il y a des proximités là, et donc cette insistance de Lacan, c'était une thèse de Scott, dans ses bons rapports avec Lacan, c'était... Bon, effectivement, dans cette série d'exposés, on a l'impression qu'on remet vraiment en scène cette question qui était quand même assez rejetée. Hein, ouais. les Garrison, hein. Ben quand oui. même, je crois qu'on avance pas mal. On remercie infiniment de son exposé très clair, très travaillé et très sérieux, et très intéressant, Patrick. Merci. Merci.